Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la chaîne Action Type francophone. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Pascal Prévost, qui est donc un des responsables présidents du comité scientifique qui s'occupe de coordonner les recherches par rapport aux signatures motrices et donc à l'approche Action Type. Pascal, est-ce que tu peux donner quelques informations sur ton fonctionnement, ton cursus ou on va dire ta propre signature? Ma propre signature. Alors, la notion de signature motrice, elle est venue assez tardivement parce que je n'avais pas conscience de ce que c'était. Par contre, travailler sur l'individu, individualiser, ça, je fais ça depuis 1900 à peu près 90, donc ça fait quand même pas mal d'années. J'ai dépassé les 6 dizaines comme toi il n'y a pas longtemps. Donc on a pas ce mérite, mais en tout cas cette expertise ou cette expérience qu'on a accumulée par rapport à ça. Et l'origine en fait de cette idée d'individualiser, elle était très claire. Quand j'ai commencé à être entraîneur de gymnastique, il y avait des choses que je voyais, que je constatais sans pouvoir les expliquer. Chaque personne bougeant différemment, je n'avais pas toujours les solutions à apporter à mes athlètes. Un peu plus tard, quand j'ai fait le cursus STAPS, on nous a enseigné des choses qui pour moi étaient un peu dépassées, et je l'ai constaté en lisant la littérature à l'époque déjà, en confrontant les cours qu'on me donnait par rapport à ce qui était publié. Et c'est là que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Georges Cazorla, qui a beaucoup eu d'influence sur moi. Et avec lui, on a pu travailler sur l'individualisation d'entraînement à partir de données biologiques, de mesures concrètes sur le terrain ou en laboratoire. Et à partir de là, on a vraiment pu aborder l'entraînement de la même manière. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on a pu montrer que la préparation physique devait être individualisée en fonction des postes, par exemple au niveau du rugby. Et pareil sur le football, et il y avait un entraîneur allemand qui était venu d'ailleurs à Bordeaux à l'époque où on y était, qui était venu donc participer aux travaux et qui avait tout de suite intégré cette approche individuelle de l'entraînement, basée sur la biologie de l'entraînement, dans ses préparations individuelles. Et ça a été pour moi un grand tournant parce que ça validait des choses que j'avais pressenties sans pouvoir les expliquer. Je n'avais pas de niveau de toute façon pour les comprendre. Et ça a été le début, pas de la fin, mais le début d'un long chemin sur le travail de l'individualisation qui a ensuite abouti sur un autre aspect avec une autre rencontre qui est le professeur Alain Berthoz, qui m'a fait découvrir à ce moment-là un autre aspect de l'individu, parce que pour l'instant, j'étais que sur la biomécanique, on va dire, et la biologie, donc des aspects très terre-à-terre. Et on est passé à ce moment-là sur le côté cerveau. Et là, je suis rentré dans une autre dimension. Sur la commande motrice. Exactement, sur la commande motrice, où j'ai découvert des choses qui m'ont choqué, vraiment choqué, parce que personne n'en parlait, personne ne les évoquait. Lorsque j'ai lu un ouvrage qui datait de 1966, donc, publié donc, un an après ma naissance, d'un auteur russe qui, à l'époque, avait résumé tous ses travaux qu'il avait fait pendant 40 ans et qui, en fait, démontrait des choses, mais qu'on voyait tous les jours sur le terrain sans jamais avoir eu d'explication à apporter. Et on va y revenir, je pense, ce soir, parce que ça a été vraiment un tournant dans ma carrière que de comprendre ça, et ça a été, maintenant c'est mon cheval de bataille, de montrer que l'individu est unique, que les solutions moyennes qu'on voit dans les publications ne peuvent pas marcher, et qu'à un moment donné, il faut absolument se concentrer sur qui est l'autre, en sachant qu'on ne comprendra jamais tout à fait comment il est. On ne peut pas être à sa place, même si l'empathie permettrait, soi-disant, d'y arriver, c'est impossible d'être à la place de l'autre, de comprendre ses pensées, il va peut-être s'exprimer, et encore, trouvera-t-il les mots pour le faire. Et à partir de là, c'est tout un champ qui va s'ouvrir devant nous pour essayer de trouver des solutions adaptées à chacun. Donc, vous l'aurez compris, nous allons parler dans cet épisode d'individualisation. Et on va peut-être définir bien sûr ce que c'est. Mais en même temps, Pascal, tu peux donc citer peut-être qui est cet auteur qui, en 1966, avait déjà résumé pas mal de recherches qu'il avait effectuées dans son pays natal. Alors c'est Nikolai Alexandrovitch Bernstein, il s'appelle. Et il a mis au point des techniques
qui ferait rougir des chercheurs aujourd'hui en laboratoire, des techniques d'analyse de mouvement en 3 dimensions, à un taux de rafraîchissement de l'image incroyable pour l'époque. Donc, il a conçu intégralement tout son matériel, parce qu'il a pas mal de cartes à son actif en termes de compétences. Et en plus d'être spécialiste du cerveau, il était mécanicien, ingénieur, etc., médecin également. Et donc, sa culture et sa curiosité étant telle qu'il a réussi à montrer à l'époque, avec des outils vraiment de pointe qu'on aurait en fait aujourd'hui. Le motion capture, peut-être qu'on l'a dans les films, en fait, c'est quasiment lui qui l'a inventé en s'inspirant des travaux de Murray Edmund-Bridge. Et en fait, il est allé largement au-delà de ce qu'on fait cet anglais, ce français, en termes d'analyse. Et ça, pour moi, sa contribution à la motricité, au contrôle moteur, elle est phénoménale. On ne se rend pas compte aujourd'hui de l'impact de ces travaux dans la motricité, dans le sport, dans plein de domaines, même la rééducation aujourd'hui. On pourrait peut-être même dire que ce monsieur Bernstein pourrait être appelé le Léonard de Vinci de la motricité. Pourquoi pas? Ou l'Einstein de la motricité. Ou l'Einstein de la motricité. Parce que pour moi, il est Léonard de Vinci était quand même plus interdisciplinaire qu'Einstein. Ouais. Mais voilà, donc pourquoi pas voilà, ce serait joli d'avoir cette appellation. Mais effectivement, pour toi, l'individualisation, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est mettre au centre de tous les processus qu'on va mettre en place sur le terrain, dans une entreprise, dans un soin, un accompagnement médical, l'individu, systématiquement, dans ce processus-là. Il est au centre de tout. L'individu et son unicité. Et son unicité, exactement. On va y revenir aussi. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans la médecine P4, notamment, où on voit que on va personnaliser, profiler, faire participer aussi la personne dans son processus de guérison. Donc il y a tout un tas de... J'invite les auditeurs à aller voir sur Internet. On est même à P7 maintenant, parce qu'on a le partage des données avec des big data qui permettent d'avoir des visions beaucoup plus larges et paradoxalement qui donnent des informations individuelles beaucoup plus précises. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un modèle, par exemple en nutrition, où la meilleure publication, c'est celle où il y a un individu. Parce qu'en fait, on est tous différents et les moyennes gomment toutes les différences interindividuelles. Sauf que lorsqu'on a une étude de cas, on s'est branché sur une personne et cette personne pourrait inspirer ensuite les prises en charge d'autres personnes, mais de façon adaptée à celle qu'on aura face à nous. Donc ça, c'est un changement de paradigme en ce moment qui se profile. Et tout ce qui est sciences omiques, qu'on appelle ça, les sciences omiques, ce sont des sciences qui sont vraiment axées sur la biologie de chaque individu, vont complètement révolutionner, ils sont en train de le faire déjà, mais vont complètement révolutionner l'accompagnement médical pour avoir quelque chose qui, à chaque fois, correspond exactement à la biologie de l'individu, à sa capacité de réagir à certains types de molécules. Et on peut parler d'épigénétique à ce moment-là. Et donc d'avoir des process de guérison, mais complètement différents d'un individu à l'autre, peut-être basés sur une même philosophie, mais pas du tout sur les mêmes molécules. Parce que chacun ne va pas réagir de la même manière. Donc c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre que, en fait, et vous l'aurez peut-être tout d'un coup aussi compris, que finalement, lorsqu'on vous propose une recette quelconque s'appliquant aux êtres humains, parlons au pluriel, on sait déjà, en fait, que ça ne va pas marcher dans tous les cas. Ça veut dire on sait très pertinemment, ça peut être n'importe quel produit, n'importe quelle chose, il y a un nombre de personnes qui vont réagir à cette proposition et peut-être un nombre tout aussi important, plus important peut-être, qui ne vont pas réagir à cette proposition. Donc, important d'avoir en tête que la solution générale, on ne l'a pas. Exactement. Alors, ça nous amène sur un... J'espère qu'on ne va pas trop perdre de gens, mais dans les statistiques classiques, on a ce qu'on appelle les tendances centrales, c'est-à-dire qu'on va faire une moyenne. Tendance centrale. Ouais, donc, vous allez comprendre, on prend plein de valeurs. On prend 10 valeurs, par exemple, des valeurs de taille. Par exemple, je prends les tailles d'un groupe de personnes que j'accompagne. J'ai 10 valeurs, 10 personnes, et je prends toute la valeur d'un mètre, par exemple d'un mètre 60 à 1 mètre 80, que je divise par 10. Et j'aurai une valeur moyenne. Et ensuite, je vais voir comment,
à partir de cette moyenne de taille, comment en fait se dispersent les gens autour de cette moyenne. Et de faire ça, ça va gommer littéralement toutes les personnes qui sont petites ou grandes. Donc si on s'amusait à faire un t-shirt, par exemple, avec ce type de groupe de 10 personnes, où je prends leur mensuration niveau du cou, des manches, du buste, etc. Donc je prends toutes les mensurations de chaque personne, je les mets dans un fichier Excel, je fais la moyenne de toutes les valeurs que j'ai prises et je fais un t-shirt moyen. Et ce t-shirt moyen, en fait, n'ira à personne. Donc c'est vrai que l'approche statistique actuelle n'est absolument pas adaptée à la détection de ce qu'on pourrait être amené à faire pour un individu donné. Et par chance, on a des méthodes statistiques qui aujourd'hui sont un petit peu plus adaptées à ce type d'approche, qu'on appelle les méthodes bayésiennes, et qui justement font un a priori, et cet a priori, c'est simplement de dire qu'on n'est pas tous pareils, et donc il y a peut-être un moyen de trouver une façon de s'adapter à la personne en fonction de ce qu'on pourrait connaître d'elle avant. Donc l'a priori, c'est ça, c'est en gros, quelles sont les choses que je connais avant de commencer l'étude avec elle, sur son statut, etc. Et comment ces choses-là pourraient influencer ensuite mon accompagnement individuel. Oui, alors on est en fait, dans l'individualisation, on parle d'individu, et finalement, individu, ça veut dire indivisible. Indivisible, on ne peut pas se séparer. Et on va remarquer que finalement, beaucoup de choses actuellement, beaucoup de disciplines ont créé des silos dans lesquels on approche l'individu avec un axe sans considérer les autres. Alors ça, c'est... Je ne sais pas si c'est un défaut, mais comme je suis très curieux, je lis beaucoup de littérature sur plein de domaines, et sur le terrain, j'essaie de les appliquer autant faire se peut. Et ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, notamment, c'est que le fait qu'on soit tous différents, on pourrait dire uniques aussi, hein. Il n'y a pas 2 ADN sur Terre qui soient similaires, ça n'existe pas. Même les jumeaux, ma femme est jumelle, même les ADN de 2 jumeaux homozygotes ne sont pas similaires. Sont différents. Et même ce qu'on appelle les connectomes, c'est-à-dire le maillage cérébral des cellules blanches qui permettent de réunir tous les neurones d'un cerveau, entre 2 jumeaux, on voit des formes à peu près pareilles, mais il y a des différences. C'est-à-dire que pas une personne sur Terre ressemble à une autre personne. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et qui nous donne peut-être aussi une information sur la nature de la nature qui déteste le copier-coller. Exactement. Le copier-coller, c'est pas du tout, on sait le faire avec l'ordinateur, mais c'est pas du tout ce que fait la nature. Au final, hein, on prend le meilleur exemple, c'est les flocons de neige. Il n'y a pas un seul flocon de neige identique à un autre. Et pour les individus, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose de standard dans la nature. C'est pas l'exception, c'est au contraire le standard. C'est la généralisation, la différence et la généralisation. Exactement. Et on a masqué ça par les outils d'analyse qu'on a mis au point, qui sont les statistiques par exemple. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de ce sujet-là parce que c'est assez épique, mais il y a un ouvrage de Daniel Pink qui retrace justement cette histoire-là et qui remet les pendules à l'heure par rapport à ces méthodes statistiques, savoir d'où ça vient, pourquoi c'était conçu comme ça. Et là, on peut rire, jaune peut-être, mais on peut rire de cette histoire des statistiques et pourquoi on en est là aujourd'hui, quoi. Donc là, comment dire, l'unicité pour moi c'est la règle, c'est vrai dans tous les domaines, et à partir de là, on doit construire des approches et utiliser des outils qui vont nous aider en fait, à percer ce mystère qui est l'individu qu'on a face à nous. Et la bonne nouvelle, finalement, c'est donc que vous êtes unique. La mauvaise, c'est qu'on ne va pas forcément tenir compte. Donc, que vous fassiez une discipline ou une autre, on va vous amener à répéter des choses comme le font d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que ça a marché pour certaines. Donc, on part du point de vue que si ça a marché pour certaines, ça va marcher pour d'autres. Eh bien, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, avec des travaux récents, on va dire des 30 dernières années, on sait que la répétabilité d'un geste n'est absolument pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas répéter un geste. Donc le mot répéter ou le verbe répéter est une action qui, au niveau humain et de la motricité humaine, est absolument impossible. Okay ? Et c'est pour ça que l'autre personne qui travaille avec toi sur le comité scientifique qui s'intéresse à la validation des éléments découverts par l'approche Action Types, le professeur Wolfgang Schöllhorn, a mis en place dans son laboratoire de l'université de Mayence en Allemagne des mesures très fines, des paramètres par exemple de la marche humaine, et il a montré que la signature motrice de la marche était quelque chose d'unique et qu'il n'était absolument pas possible de répéter
des mouvements, même d'un pas sur l'autre. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'il a mesuré les paramètres d'un marcheur, sans connaître la personne, il va pouvoir vous dire sur 1000 personnes qui ont été mesurées, vous renvoyez une personne dans la mesure, il vous dira qui c'est. Parce qu'il y a une unicité et on ne pourra pas confondre une personne avec une autre personne. Ça va aller jusqu'au point, lorsqu'il nous explique les choses, hein, que la personne qui perçoit une information va modifier sa marche, parce qu'il y a un cycle justement qu'on appelle le cycle perception-action. Alors si vous mettez des écouteurs comme ça sur la tête d'une personne qui va marcher et on mesure les paramètres, on va pouvoir mesurer l'impact de ce que la personne est en train d'entendre sur les schémas moteurs qui sont en train de s'exprimer. Et si les variations ont été enregistrées auparavant dans la signature, on va pouvoir même dire ce qu'est en train d'écouter la personne. Et on pourra faire la même chose avec les émotions. Si la personne vit dans la mesure des émotions, on pourra voir si justement c'est une modification due à la tristesse, une modification due à la joie. Donc on aura des variations de cette signature qui sont aussi uniques. En fait, le concept de signature, il est généralisable. On le retrouve sur le côté cognitif, sur le côté émotionnel, sensoriel-moteur et sur la motricité. Et comme on est unique, en fait, tous ces aspects-là se retrouvent à chaque fois chez chacun d'entre nous. Et sur le côté cognitif. Oui, justement, la signature cognitive, elle était très claire. Alors certains ont utilisé pour définir, apporter à la preuve que la personnalité est ancrée dans le cerveau, et donc c'est bien ce cerveau-là qui, avec son fonctionnement très particulier, génère ce qu'on appelle la personnalité. Et effectivement, ce maillage en 3D qu'il y a dans le cerveau qui permet de réunir donc tous les neurones entre eux, ce qu'on appelle la substance blanche, la substance gliale. On peut faire une sorte de colorimétrie de ce maillage en 3D qu'on appelle le connectome, comme le génome. En fait, ils ont utilisé la même analogie. Il y a le génome pour les gènes, le connectome pour cette connexion. Et bien, ce connectome est unique. Chaque personne a un connectome qui est unique. Unique, mais plastique. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des grands chemins comme les corps calleux, etc., qu'on connaît bien, qui ne vont pas être trop modifiables. Par contre, en périphérie, on peut avoir des choses qui peuvent être modulées en fonction de notre expérience, de nos rencontres, de peut-être motricité, de nos moments mauvais ou bons de la vie. Tout ça, ça peut avoir un impact là-dessus. Mais malgré tout, la cartographie cérébrale restera très stable. Et on peut, comme a fait Wolfgang, la mesurer d'un moment à un autre et faire une sorte de portrait robot et se dire, tiens, maintenant la personne qui rentre ici dans mon laboratoire, je mets dans l'outil d'imagerie, est-ce que c'est ce que j'ai? Alors, mesurer à un autre moment, et dans 98% des cas, oui, on retrouve la même personne avec son cerveau qui s'active. Donc c'est vraiment quelque chose de généralisable. Et on le sait aussi dans la démarche, la marche naturelle. Quand on voit les gens marcher dans la rue, chacun a sa marche, ce qu'on appelle la démarche. Et c'est un peu ce qu'a analysé Wolfgang, et puis d'autres personnes aussi avant lui. Nicolas Bernstein était le premier au monde à le faire. Et c'est là qu'il a montré justement ce concept de non-répétabilité du mouvement humain. Cette variabilité, en fait, elle est naturelle, elle est normale, parce que nous sommes un système complexe. Et dès qu'un système complexe bouge, eh bien, il y a plein de variations qui vont se mettre en place, qui sont tout à fait logiques. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette variabilité, en fait, c'est ce qui nourrit, d'un point de vue sensoriel, le système pour corriger les mouvements. On n'est pas des robots, nous ne sommes pas des robots. Et donc, on a besoin de cette différence, cette petite chose qui varie en permanence pour corriger nos mouvements. Et ce n'est pas le cerveau qui va le faire, c'est à d'autres niveaux que ça va se faire d'un point de vue commande. C'est ça qui est magique dans le modèle de Bernstein. C'est qu'il a réussi à l'époque, avec son modèle du cerveau, à décrire des choses qu'on voit maintenant aujourd'hui de façon très claire. Donc il avait un ton d'avance. Et on pourrait peut-être réfléchir sur finalement si cette nature qui nous a fait naître et nous nourrit a quelque part maintenu cette diversification, cette non-répétabilité, cette unicité, cette singularité de l'être humain. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Qu'est-ce qui fait finalement que la nature cherche toujours à diversifier, à avoir en fait une approche la plus plurielle possible? On peut avoir des éléments de réponse si on constate ce qu'on a découvert au niveau des génomes notamment, et avec l'épigénétique en plus. Le fait qu'on ait une reproduction sexuée, donc avec un mélange de gènes entre le père et la mère, donne systématiquement un individu unique derrière. Donc ça, c'est une façon que la nature a trouvée pour ne jamais avoir des génomes similaires. Trop de redondance. Trop de redondance ou trop de similarité, en fait, empêche l'adaptabilité. Empêche l'adaptabilité. Donc on parle d'adaptabilité. Exactement.
Et donc cette notion d'adaptabilité, il faut qu'elle puisse trouver un terreau sur lequel s'appuyer. Et ce terreau, c'est justement cette petite variation qui pourrait être exploitée à un moment donné si on en a besoin. Je connais bien parce que c'est mon nom de famille. Exactement. Le terreau, il est là. Et donc le fait qu'il y ait de la variabilité, et le fait que les génomes se mélangent, puisque entre père et la mère, il y ait ce brassage qui donne un nouvel individu, fait partie des choses qui sont, en tout cas sur pas mal de reproductions, des choses qui mettent de la variabilité et donc de l'adaptabilité à la fin. Et on retrouve ça même au niveau des plantes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas uniquement spécifique à l'humain, c'est aussi quelque chose de connu dans le monde végétal. Donc il y a une piste en fait à explorer là-dedans qui permet justement de montrer que si on a des choses figées, on n'est pas adaptable, et si on n'est pas adaptable, on meurt. Et c'est ce qui nous a poussé en fait dès 1989 à s'intéresser à des mesures à l'époque dans le domaine du sport et du volleyball, la formation qui amenait les jeunes au haut niveau à faire des mesures justement de saut sur le tapis de Bosco à l'époque, des mesures de counter-mouvement, de contre-mouvement, squat jump, rebound jump, drop jump, donc utilisant un petit peu tous les types de contractions musculaires qu'on peut trouver dans la préparation au saut, et avoir des sauts plutôt en cheville, plutôt en mollet, donc plutôt en cuisse. Et on voyait déjà, c'était la motivation de l'époque, ces fameuses différences, ces adaptabilités entre les jeunes joueurs qu'on mesurait régulièrement, avant les matchs, après les matchs. On a fait vraiment beaucoup de mesures, des milliers de mesures, pour arriver à un travail abouti pour la formation des entraîneurs Suisse olympique, qui ne s'appelait pas encore Suisse olympique à l'époque, le Comité national du sport d'élite. Et ça arrivait à un travail qui montrait en fait ces choses-là, c'est qu'on avait toujours des valeurs différentes, même au sein même d'un individu, avec la fatigue, avec le fait qu'il ait joué un match avant et après. Et cette variabilité nous a poussé à nous intéresser justement à l'époque, avec Ralph Hippolyte, à l'individualisation du geste, des gestes, et au fait que les besoins étaient différents entre les individus, et il nous fallait arriver à trouver des clés de la reconnaissance de la variété de ces besoins. Et finalement, l'approche Action Types est née en fait de ce besoin de reconnaître la variété, puisqu'on savait très bien qu'en proposant un geste à un joueur et en proposant la même chose à son voisin, on avait deux formes complètement différentes. On avait la même fonction, voilà, frapper une balle, faire une passe, une manchette ou autre chose, un contre, mais en même temps, on voyait bien que la forme n'était pas la même. Okay, et on peut se poser la question, à l'époque, qu'est-ce qui fait que cette forme est différente? Donc, on a compris assez tôt qu'il s'agissait de ne pas coacher la technique, l'action, qui était simplement déjà une conséquence et un résultat, et qu'il fallait coacher l'intention du joueur. Ça veut dire où est-ce qu'il va mettre son attention, son énergie pour pouvoir s'adapter, justement. Et ça, c'est un petit peu la genèse de l'approche. On n'avait pas les clés à l'époque, on n'était pas encore capable de faire les liens. C'est un peu comme toi avec Cazorla et le départ. On touchait du doigt certaines choses, mais on n'avait pas les clés pour ouvrir les serrures. On avait l'intuition qu'il y avait quelque chose à chercher, et on discutait beaucoup avec Ralph à l'époque pour savoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette variabilité, cette différence, et pourquoi certaines personnes faisaient très facilement ce qu'on demandait, et d'autres pas du tout. Okay, et c'était pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est juste que voilà, ça rentrait pas dans leurs besoins et leur schéma naturel. Donc, si on veut parler maintenant de la reconnaissance en fait des besoins individuels, comment tu vois ça, toi, le côté reconnaître la variété des besoins individuels? Alors, il y a deux volets qu'on peut évoquer. Le premier, c'est déjà, c'était un peu l'introduction de mon ouvrage où j'expliquais que la performance, parce que c'était un ouvrage de prépa physique, mais c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit la scolarité, l'entreprise, etc., même la médecine, hein. L'individu, on va dire, il y a trois grands piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Le côté physique, évidemment, le côté neurophysiologique, qui est le côté... la commande motrice? Ou plus largement? Neurophysio, c'est plus le côté récupération, alimentation, sommeil, etc. Tu vois ça quand? Okay. Et je vais dire pourquoi c'est neurophysiologique un petit peu plus loin. Bon, là, on touche les systèmes nerveux, en fait. Et le cognitif, qui est le côté, on va dire, un peu plus connu, parce que c'est quelque chose que, la motivation, c'est expliqué c'est exploré depuis pas mal de dizaines d'années en psychologie.
Et donc, les 3 piliers qui sont ici, s'il y en a un qui défaille, et bah, c'est mort. Si on n'a pas bien dormi pendant plusieurs jours, c'est compliqué de faire de la performance. Si on n'a pas bien mangé... Une nuit, ça peut jouer. Hein. Des fois, on peut avoir une bonne performance. Ça dépend des profils de Voilà. sommeil, mais moi, je fais une nuit blanche, ça ne va pas trop me gêner. J'ai pas de... Enfin, pour certains types de performance, ça ne va pas gêner. Pour d'autres, ça peut le faire. Et les hommes et les femmes ne sont pas sensibles de la même manière. Et donc, on a des typologies, justement, même dans le sommeil. Hein, on est chacun différent par rapport au sommeil. On est chacun différent par rapport à nos besoins de récupération. On est chacun différent par rapport à notre façon d'appréhender une difficulté, un effort. Et donc, tout ça, ça veut dire que on a eu des outils, déjà, qui sont arrivés assez tôt, qui ont permis d'explorer ces types-là de besoins. Et à côté de ça, on est allé beaucoup plus tard, par l'exploration de l'activité des muscles, donc les EMG, on appelle ça, l'activité électrique des muscles, montrer que dans certaines formes de mouvement, en fait, on n'avait pas du tout les mêmes schémas moteurs qui s'exprimaient. Et déjà Bechstein l'avait montré à l'époque, donc dans ses travaux de 1920 à 1940, où il montrait que l'activité électrique, en fait, était spécifique à chaque individu pour une même tâche. Et ça a été retrouvé plus tard, parce qu'on n'avait complètement pas accès à ces textes qui étaient en russe. Ça a été redécouvert plus tard, notamment il y a une équipe de Nantes qui a fait de belles publications là-dessus, où sur des mouvements aussi simples que le pédalage, eh bien, l'activation des muscles n'est pas similaire d'un individu à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toute notre façon de penser le mouvement qui explose complètement, parce qu'on pense qu'un mouvement cyclique aussi répété que le vélo, bah, tout le monde va pédaler de la même manière, ce qui est complètement faux. Chacun a son propre schéma moteur, c'est reproductible d'une semaine à l'autre, et donc là, les besoins... Ce qui est identique, c'est que le vélo avance. Le vélo avance. Le vélo avance, ok. Voilà. Donc les besoins, en fait, on va devoir trouver des outils sur le terrain pour les détecter. Et donc tous ces outils d'exploration, donc soit externes, soit internes. Donc externe, c'est par exemple mettre un questionnaire sur le sommeil, voir le plan alimentaire, analyser la biomécanique du mouvement, etc. Et en interne, ça pourrait être ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, ça peut être aussi les EMG, ça peut être tout un tas d'outils comme ça qu'on a à disposition aujourd'hui. On a à ce moment-là une panoplie d'informations, et là on tombe sur une nouvelle ère qui s'appelle le big data, tout un tas d'informations qu'on va pouvoir croiser pour essayer de trouver en fait de quoi a besoin la personne, en plus de ce qu'elle va exprimer elle-même. Mais quelquefois, et c'est ça le piège, les besoins qu'exprime la personne n'est pas forcément en lien direct avec ce que le corps a besoin. Donc il y a le côté cognitif qui peut être piégé par l'a priori que peut avoir cette personne par rapport à ses réels besoins. Et c'est un domaine assez intéressant que de s'intéresser au fascia notamment, qui justement donne une nouvelle lecture par rapport à ses besoins, où on peut avoir une évaluation indirecte de ce qu'on appelle les systèmes donc, autonomes et volontaires. Donc le volontaire, c'est celui qui vous permet de contrôler les mouvements, de les déclencher, de faire tout un tas d'activités physiques. L'involontaire, l'autonome, c'est piloté par 2 systèmes, le végétatif donc global, hein, avec le système sympathique et parasympathique. Et ceux-là, en fait, agissent en tâche de fond, sans qu'on en ait conscience, sauf que eux, ils gèrent tout en background. Et donc les fascias, par exemple, sont un outil qui permet indirectement de vérifier l'état des fascias. La HRV est aussi un outil qui permet indirectement de vérifier ces 2 systèmes. Donc ce que la personne pense et ce que son corps dit, bah, quelquefois, ce n'est pas tout à fait similaire. Et quand il en prend conscience, parce que le système autonome, on n'en a pas conscience de ce qu'il fait, mais quand ça arrive à notre conscience, qu'on sent les choses, et bien quelquefois, c'est vraiment tard, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc le besoin, en fait, on a tout un tas d'outils qui permettent de le déterminer, mais il faut faire attention au piège que nous tend l'humain. C'est qu'il y a 2 aspects, le côté, j'aime pas trop ces termes, mais le côté conscient et inconscient. Il y a ce que la personne pense avoir besoin et ce que le corps dit réellement. Il y a souvent une... il peut y avoir des choses qui matchent, puis d'autres qui ne vont pas matcher. Est-ce que tu peux juste donner un petit peu d'informations pour les personnes qui ont moins l'habitude d'entendre parler des fascias sur finalement c'est quoi les fascias pour quelqu'un qui justement n'est pas habitué? Alors le système facial, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est le tissu conjonctif aussi, c'est le nom qu'on lui donne. C'est un tissu qui est omniprésent dans le corps, qui sert en fait à organiser toute la structure corporelle. C'est dans ce tissu-là. Tout baigne dans le fascia. Tout baigne dans le fascia. Il n'y a pas un endroit du corps où il n'y a pas du fascia. Le tissu conjonctif, on pourrait dire. Mais le fascia, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Il y a M. Guimberteau, le docteur Guimberteau, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, que j'invite à voir, où il explique justement ça.
en montrant comment les anatomistes se sont complètement plantés, et on peut le dire, vraiment plantés, en occultant complètement ce système-là. J'ai eu la chance de rencontrer sur ma route un physiologiste à Bordeaux, pendant mon cursus des sciences du sport à Bordeaux, Jean-Paul Delage, avec lequel on avait fait des dissections, et qui à l'époque déjà nous présentait les fascias. Parce que lui travaillait avec Guimberteau justement sur ce sujet-là. Donc ça c'était j'ose à peine dire la date, tellement c'est loin. Et c'était en 85-86. Ouais. Certains d'entre vous qui êtes en train de nous écouter peut-être n'étaient même pas nés. Et donc moi j'ai découvert les fascias donc à cette époque-là. Et donc les fascias qui sont partout dans le corps humain ont leur propre système d'innervation, donc sympathique et parasympathique, et font partie aussi, par exemple, des muscles, parce que les fibres musculaires se logent dans le fascia, et quand elles vont se contracter, elles vont mobiliser le fascia pour faire du mouvement. Donc ce fascia, en fait, il a une double innervation, volontaire quand on fait le mouvement, involontaire avec le système autonome. Et si je peux faire une analogie, par exemple, quand on va dire à quelqu'un, comment tu vas aujourd'hui? Bon, je vais plutôt bien. Alors, plutôt bien, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ouais. On va essayer de faire un échauffement avec lui pour la séance, on va voir comment il se comporte. Et si ça se passe bien, son plutôt bien, il s'est peut-être trompé. Et il se peut que 2-3 jours plus tard, après les séances qu'on a fait, la personne nous dise « Oh oui, je suis un petit peu fatigué ». Donc ça veut dire quoi? Que la fatigue, en fait, c'est une manifestation du système autonome qui est en train de dire « Là, ma récupération n'est peut-être pas suffisante. Donc, je commence à envoyer des petits signaux pour dire « Là, c'est pas top ». Il faudrait que tu prennes soin de toi et que tu récupères. Donc le système autonome, je parlais tout à l'heure de la neurophysiologie, pour moi c'est cet aspect ici. Ce système autonome est en train d'essayer de gérer un stress après des jours de récupération. Peut-être que si on est en forme, on est sur un petit niveau ici de stress, sur lequel se rajoute la séance d'entraînement. Donc c'est tout ça en fait qui va être le stress, et ça personne ne l'a encore compris, ou on a pris conscience en tout cas. Donc le système de départ dans lequel on est a un niveau de stress qui est inconscient, oui, autonome, qui est géré par l'autonomie du système végétatif. Dû à la séance précédente. Ou pas que la séance précédente, ça peut être aussi un stress psychologique, voilà, tout ce qui s'est passé, une émotion, tout un tas de choses, parce qu'on est individuel. L'ensemble des facteurs. Exactement, l'ensemble des facteurs peuvent impacter ce système autonome. Il suffit qu'on ait une petite dispute avec quelqu'un, et tout de suite ça nous crispe, mais on sent les muscles du cou qui se raidissent. Ce ne sont pas les muscles, ce sont les fascias qui ont été suractivés par le système sympathique. Ce niveau de tension préalable avant l'effort, il est fondamental de l'évaluer, parce que s'il est trop haut et que je reproduis la même séance que j'ai faite il y a 2-3 jours, il se peut que je fasse rentrer la personne dans la zone de risque de blessure. Surentraînement. Alors, au départ, c'est peut-être pas forcément un surentraînement. Pas encore vraiment, mais ça va dans la direction. Ça va de la bonne direction. Dans la mauvaise direction, ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez complexe, mais il faut en prendre conscience, c'est qu'on a tout un tas de systèmes qui nous aident à nous équilibrer, à nous mettre en action, à récupérer, etc. Et donc les explorer, les connaître, et comment dire, avoir l'humilité de voir que c'est pas tout à fait facile à appréhender, nous permet malgré tout quand même d'avoir une bonne cartographie de la personne et d'anticiper peut-être ce qui pourrait être une séance qui va faire des dégâts, quoi. Donc c'est cet aspect-là en fait qu'il faut vraiment prendre conscience. Et on a en fait un problème majeur au sein du système nerveux, c'est que on a une tendance justement à la simplification ou à la sursimplification en créant des normes, en créant justement des moyennes, en créant toutes sortes de valeurs qui ne sont pas représentatives de la réalité des phénomènes physiologiques, qui sont d'abord non linéaires, parfois même chaotiques, et donc imprévisibles. Et pourtant, on a toujours cette tendance au contrôle, à la sursimplification, qui est selon Edgar Morin, un danger, cette simplification. Parce qu'on va complètement mettre de côté, en fait, cette variabilité dont on parle. Et là, peut-être que tu pourras parler de cette espèce de problème qu'on a, justement, cette volonté de vouloir tout sursimplifier, cette volonté de contrôler, cette volonté de créer des normes qui n'ont pas vraiment leur place dans le vivant. Absolument pas, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, on peut être catégorique là-dessus. La norme ne sert à rien, la norme masque les différences individuelles, et nous on a besoin, quel que soit le domaine, que ce soit l'éducation,
enfin, la santé, l'entraînement, le management, etc. L'apprentissage et tout. L'apprentissage, on a besoin de se reconnecter à l'individu tel qu'il est. Donc effacer les extrêmes, même les petites variations sur un groupe d'individus aussi peu nombreux que 10 personnes, n'a pas de sens. Il y a deux choses qui permettent de justifier ça. Donc la première, je vais être vraiment trop insistant, mais pour moi c'est fondamental, c'est Bernstein qui était le premier à le montrer. La variabilité nourrit le système nerveux parce que c'est un outil d'anticipation. C'est que le cerveau, et le système nerveux global, est toujours en train d'anticiper ce qui va arriver. Sauf qu'il y a beaucoup de possibilités. Et donc lui, il sait ce qui s'est passé, il sait comment il est maintenant, et maintenant il faut essayer de trouver ce qui va arriver. Donc il fait une projection. Exactement, c'est une projection, et il faut à ce moment-là avoir un panel de possibilités pour répondre en fait à l'imprévu. Okay, donc la variabilité sert à ça. Si j'avais qu'une seule solution, le premier truc qui arrive sur moi, je me prends le mur terminé. Si par contre, avant de commencer l'action, j'ai déjà plusieurs plans de travail derrière qui sont imaginés, etc., et que la probabilité que ça puisse arriver, c'est 10% pour l'un, 30%, etc. Donc je fais une estimation et je me lance dans l'action, bah, effectivement, c'est plus facile à gérer. Et ce que fait la variabilité, c'est de nourrir ce système anticipateur. Et ça, c'est fondamental de comprendre parce que et Wolfgang ne va pas me contredire là-dessus, l'apprentissage différentiel est justement il est complètement orienté là-dessus. Complètement orienté là-dessus. Ouais. On a besoin de stochastique, exactement. D'éléments qui sont non prévisibles pour nourrir le système. C'est ça. Et la deuxième chose qui permet de justifier, c'est la fainéantise du cerveau. C'est un peu paradoxal, mais tout ce qui est régulier est très facile à anticiper. En gros, c'est-à-dire que je n'ai pas de nouveauté, donc je sais exactement ce qui va se passer, donc je me repose sur mon acquis. Sauf que ça, en fait, c'est très restrictif au mode de fonctionnement. Et comme il est fini, même pas du tout, ouais. Et donc, comme c'est quelque chose de naturel dans le cerveau, parce c'est très coûteux de faire fonctionner le cerveau, il va essayer de toujours trouver des raccourcis, des choses très simples pour répondre à des solutions quelquefois complexes. Donc, on appelle ça la simplicité. Bonjour, monsieur Berthoz. Contraction entre simplicité et complexité. Exactement. La simplicité qui est le titre d'un de ses ouvrages. Qui est très, très intéressant. Et cette fainéantise, en fait, on essaie de la compenser par rapport à des plans qu'on va mettre dans la tête, des plans d'action qui sont le reflet de ce qu'on est capable de faire. Donc on essaie de faire une économie de moyens en essayant de mettre des plans d'action un maximum en place dans la tête et donc d'aller piocher dans ces différentes solutions prêtes à l'emploi pour répondre à une solution. Ça peut marcher dans des mouvements assez simples. Dès qu'on rentre dans la complexité, que ce soit dans le geste thérapeutique, dans le mouvement humain, peut-être même dans la relation à autrui, dans une relation de coaching, les interactions à autrui, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres à gérer et c'est là que le côté adaptabilité ressort. Et c'est l'un des chevaux de bataille de Bernstein à l'époque, de dire que justement, ce système-là, il fonctionnera bien qu'à condition d'être alimenté en permanence d'informations qui sont mises à jour, pondérées, exactement. Mises à jour. Et c'est ça que les statistiques bayésiennes montrent, c'est que toutes les informations au départ ont le même poids, et au fur et à mesure que j'avance, que je vais à chaque pas supplémentaire, j'avance vers ce que je dois faire, on voit que la pondération va se mettre en place. Celle-ci est de plus en plus plausible. Et les autres vont être écartées. Elles vont être écartées, mais elles sont gardées, elles ne sont pas nulles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura peut-être quelque part. Exactement. C'est quelque chose de très important. La plausibilité et la probabilité sont deux choses différentes. La plausibilité, c'est quelquefois une solution qui était en background, qu'on avait, et un jour, en fait, c'est celle qui colle le mieux à la situation, alors que jusqu'à présent, on ne l'avait jamais utilisée. C'est plausible. C'est tout à fait adapté à cette situation. La probabilité, c'est autre chose. J'ai des chances, plus ou moins de chances de voir apparaître, et souvent, c'est deux statistiques, probabilistes et bayésiennes, justement, s'opposent par rapport à ça. Donc, le côté plausibilité, le fait que ça puisse arriver, mais qu'on ne peut pas effacer le fait que je l'ai ici, pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé, donc ça ne sert à rien de la garder. Non, surtout pas. J'ai une ressource, elle est là, et il se peut qu'un jour j'en ai besoin. C'est ça la plausibilité. Je garde le truc là parce que c'est une hypothèse qui est recevable. Ça en médecine on ne fait pas. Par exemple, la plausibilité n'est pas du tout utilisée en médecine. Le fait qu'il y ait un cas unique, oui,
il est unique, on l'a publié, il est là, c'est ce qu'on appelle une étude de cas, on ne peut pas le nier, c'est une personne, on a fait les mesures, voilà ce qui lui est arrivé. Et on va dire, il n'y a vraiment pas de chance, parce que pour l'instant, c'est le seul à l'avoir eu ça. C'est le seul à l'avoir eu, justement, c'était plausible que quelqu'un l'ait. Simplement, on refusait de l'admettre. On pourrait peut-être mettre, si on prend le prisme Action Type, voir l'émergence d'une autre démotricité comme un système plausible qui tout d'un coup prend son sens parce que le contexte le demande. Le permet. Il le permet, le demande quelque part. C'est en nous. Voilà. Et puis après, hop, il peut être remis de côté parce que c'est autre chose, etc. Donc, c'est des enchaînements plausibles qui se passent la main dans une dynamique d'adaptation naturelle. Et donc, ce mode de fonctionnement, c'est même démontré chez le bébé. Il y a un monsieur qui s'appelle Stanislas Dehaene sur le Collège de France qui a fait une vidéo là-dessus, sur l'apprentissage des bébés. Le cerveau des bébés a un mode de fonctionnement bayésien. Donc, en gros, c'est de la plausibilité. Quelquefois, il est surpris. Il va apprendre de ça. Il va garder le truc de côté. Il dit, c'est bizarre ce truc-là. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je le mets ici sous le coude au cas où. Et le cerveau, il est confus comme ça. Donc, c'est vraiment du sensorimoteur à ce moment-là. C'est à 100%, ou quasiment. C'est pour ça que les motricités Action Type, justement, quand on les voit émerger, moi, je me dis, comment ça fait qu'il fait ça? Le coup de pied de Zidane, c'est exactement ça. Ouais, ce qu'on a analysé là, dans l'équipe à l'occasion de la sortie d'un petit magazine d'un petit encadré sur ses 50 ans, où on voyait très bien qu'il réalisait une technique qu'il n'a plus jamais pu réaliser après. Bah oui. Et ça a émergé d'une situation particulière. Sauf que devant la télévision, c'était la bonne à ce moment-là. C'était la parfaite. Elle était là. Et voilà. Et il l'a sortie au moment opportun, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ces choses-là, parce que ça justifie le fait que le côté sensorimoteur, donc le côté sensoriel moteur, le cognitif est un petit peu mis de côté, mais pour moi, tout est impliqué parce que le système nerveux, on ne peut pas le séparer. Donc, c'est une unité fonctionnelle entière. Et tous ces aspects-là, en fait, sont cohérents dès qu'on prend un peu de recul et qu'on commence à les analyser sous ce prisme-là. C'est pas évident au départ. Hein. Non, c'est pas... Je veux bien l'avouer. J'espère que je ne vais pas perdre trop de personnes qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, on en est là. Et le premier à l'avoir montré, j'insiste encore, c'est Bernstein à l'époque, qui avait en plus plus de 100 très ans, bon mathématicien. Arrière. Exactement. On fête l'anniversaire de sa mort cette année. Je ferai un article d'ailleurs sur lui, enfin même plusieurs, parce qu'il y a tellement à écrire sur lui que je vais en faire plusieurs, en essayant de montrer son apport indéniable, reconnu par toute la communauté aujourd'hui de la motricité humaine, qui est même animale d'ailleurs, mais surtout humaine, et qui était un génie, quoi. Vraiment, c'est un gars incroyable. Une capacité de projection et d'anticipation sur... parce que les moyens du bord de l'époque, c'était quand même pas ceux qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, mais il avait un cerveau. Il avait un cerveau qui était bien câblé. Parce que le cognito n'était pas mal. Et peut-être une curiosité qui était aussi à la hauteur, vu qu'en fait tous ces problèmes-là qu'il rencontrait, ça l'animait, ça le passionnait, et ça l'a poussé à créer des choses qui sont hyper originales pour l'époque. Oui, surtout qu'il est en opposition avec l'un de ses confrères qui s'appelle Pavlov. Vous connaissez peut-être Pavlov, les chiens de Pavlov, avec le réflexe conditionné, qui allait tout à fait avec... on va dire la philosophie russe de l'époque, et lui, il dit, un réflexe n'est pas à l'origine du mouvement, c'est pas possible, c'est pas adaptable. Alors, ce qu'on voit dans la motricité humaine, c'est à aucun moment, le mouvement est répétable, sans arrêt ça bouge, et on voudrait nous faire croire que ce sont des réflexes qui gèrent ça. C'est pas cohérent. Et lui, il est parti là-dessus, et il a tout explosé. Ouais. Et ça, c'est vraiment, son génie, on peut dire. Hein. Reconnaître justement les individus, la singularité, l'unicité, déjà à son époque où... Et faire un modèle neuronal qui tient la route. Qui tient la route. On pourra faire les comparaisons avec Action Type, avec le neuromodèle, où il a justement, je pense, des éclairages à nous apporter par son anticipation de ce qu'il pensait être le fonctionnement du système nerveux dans un environnement complexe. Ça, c'est sa thèse. Là, c'est super intéressant, en tout cas, d'oser remonter à des gens comme lui, pour voir en fait qu'on n'a pas inventé grand-chose. Alors je ne sais pas sur qui lui s'est basé avant, qui a fait grand-chose avant. Il y a deux auteurs qui sont cités, qui sont des contemporains. Monsieur William James, aussi, qui était un philosophe, avait aussi émis cette hypothèse que l'intention passait de l'action, à sa façon, pas tout à fait dans les mêmes mots que Bernstein, parce que lui, il était très très clair. Et pour lui, c'est la raison d'être du cerveau. J'ai un plan d'action, donc une intention, et ensuite je vais le mettre en mouvement, quoi, le mettre en action.
C'est un énorme avantage si on a un système qui fonctionne comme ça, puisqu'on est dans cette anticipation permanente. C'est ça. Au niveau évolutif, au niveau de la survie, d'avoir un temps d'avance, c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour éviter la surprise et donc le risque. Et puis le coût énergétique. Et la mort éventuelle aussi. D'avoir une sorte de... Alors bien sûr, il y a des prix à payer, c'est que peut-être la peur elle peut être nourrie par ça, il y a d'autres émotions qui peuvent arriver, mais on sait que le cerveau effectivement a un système anticipatoire et que la fonction principale est cette anticipation. Ça, c'est quelque chose que Berthoz a repris après et qui est aussi fondamental dans ses différentes recherches et écrits. Et néanmoins, il serait intéressant aussi de considérer la théorie des 1000 cerveaux d'un Américain qui montre, enfin il n'est pas que le seul, parce qu'il y a aussi tout le projet de Brain Project en Europe qui le montre aussi, qui étudie les colonnes corticales. Il y a à peu près 150 000 colonnes corticales sur le cortex qui sont complètement perpendiculaires à la surface du cortex. Et les estimations sont sur le fait que chacune de ces colonnes comporte énormément de neurones, avec 6 couches, et qu'elles ont une structure très similaire après, qui se répète partout sur le cortex, et donc que chacune de ces colonnes est sensorimotrice, qui amène justement à cette plasticité. Alors on va y déléguer des tâches différentes, mais moi je vois cette espèce de nappe qu'on pourrait étaler, on parle d'une nappe qui correspond à peu près une grande table, si on étalait tout le cortex à plat, et on aurait en fait une sorte d'écran sur lequel, moi je vois ça comme ça en termes d'analogie, sur lequel le corps projette en fait toutes les cartes dont il a besoin pour gérer en fait la coordination motrice et sensorimotrice bien sûr. Qu'elle soit sensorielle ou motrice, tout est projeté là-dessus. Et en fait, si quelque chose est perdu, si une de ces colonnes défaille, il y a suffisamment de redondance, suffisamment de copies pour compenser. Et ça, c'est clair que c'est une nouvelle façon de voir les choses, mais qui a des conséquences en termes de thérapie, rééducation après les AVC, ou même s'il y a des scléroses, des choses comme ça, où on peut peut-être passer par des voies annexes pour stimuler le système et lui permettre de se régénérer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est des choses qui sont étudiées, qui sont faites maintenant, mais néanmoins pas encore bien sûr mises à disposition des gens qui ont des problèmes de ce type-là. Mais est-ce que là-dessus, tu peux dire quelque chose, ou bien s'il y a quelque chose qui toi te... Je le redis, Bernstein a travaillé là-dessus. Ouais, déjà. Il a déjà publié à l'époque, exactement. Publié à l'époque des travaux sur la rééducation cérébrale après un AVC. C'est incroyable déjà. Non, mais franchement, lui, je ne sais pas où le placer dans le domaine des génies. Mais il a montré comment on pouvait rééduquer à l'époque, et justement par rapport à son neuromodèle, enfin son modèle du cerveau, de la façon dont il est organisé par couche, avec chacune sa spécialisation et chacune son autonomie. L'autonomie, on y reviendra. Il a réussi à montrer comment la rééducation pouvait être gérée autrement que ce qu'on faisait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas du tout de... En fait, certains étaient complètement bloqués par rapport à ce type de patient. Et lui a proposé des protocoles qu'ils ont mis en place à Moscou et qui fonctionnaient. Donc ça valide son modèle. Ça valide complètement son modèle. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport à cette carte qui est posée et on a des projections, l'analogie que je prends souvent avec le cerveau, qui est maintenant publiée par rapport à des données de biologie végétale, c'est que, imaginez une forêt avec des arbres différents, et cette forêt, on voit que cet aspect visuel qui est en gros à l'extérieur, au-dessus de la terre. On les voit tous plantés dans la terre, mais on ne voit pas ce qu'il y a dessous. En réalité, dessous, il y a ce qu'on appelle le mycélium, en gros toute la connexion qu'on peut imaginer qui est basé sur le fonctionnement des champignons qui sont impliqués là-dedans. Et donc toute cette connexion qui est sous-jacente, qu'on ne voit pas, qui est sous la terre, unit tous les arbres de la forêt ensemble. Comme un système de communication. Et c'est exactement ça. Chaque neurone, ou chaque colonne de neurones, pourrait être en fait un arbre. Et toutes les cellules gliales, les cellules blanches qui unissent tous ces arbres, en fait, qui sont les colonnes de neurones, en fait, c'est exactement la même analogie que tu as faite. C'est une unicité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un arbre qui tombe, en fait, c'est pas grave. On va récupérer ses restes, ça va nourrir le sol et ça va alimenter les autres arbres à côté. Et le mycélium est là pour, en fait, aider en fait, à avoir cette unité, parce que cette entité fonctionnelle, même si les arbres sont différents, ils sont aussi en connexion les uns avec les autres sous terre grâce à ce mycélium. Et donc les cellules gliales, les cellules blanches en fait, du cerveau, c'est ce mycélium qui unit tout à tout.
Et chaque colonne pourrait être en fait un arbre. Et s'il défaille, c'est pas grave, il y a d'autres qui peuvent compenser à côté, quoi. C'est aucun problème. Donc c'est quelque chose ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose de reproduit dans la nature. Ouais. Donc cette organisation cérébrale, c'est ce qu'on a dans les forêts. C'est une logique d'organisation qui... La nature a prévu ça parce que c'est très, très optimisé, très robuste aussi. Adaptable, robuste, oui. Exactement, ça va résister à des gros changements et il n'y a pas de problème avec ça. Ça va résister aux fluctuations de l'environnement, des tempêtes, des maladies éventuelles qui pourraient tomber sur certains arbres et être compensées, etc. Mais ce que les gens qui nous écoutent ont peut-être pas en tête, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de neurones dans le cerveau, mais qu'en fait, il y en a beaucoup plus dans le cervelet. Oui. Et que dans le cerveau, il y a beaucoup plus justement de ces cellules gliales que de neurones. Et on a pris à peu près 100 ans de retard dans l'étude du système glial, qui, pour le rappeler, est issu des mêmes cellules souches, qui va donner soit des neurones, soit des cellules gliales, qui sont nombreuses en forme et en taille et en rôle, mais il y a un nombre de cellules gliales, donc de cette substance blanche dans le cerveau, qui est largement supérieur à celui des neurones. Et 10 fois plus. Voilà, à peu près. Et en fait, on a très longtemps pensé que c'était juste de la matière qui allait remplir en fait tout ça, jusqu'au moment où certaines personnes se sont intéressées à étudier ça de près, parce que c'était beaucoup plus moins évident à étudier que les neurones. C'est moins noble. Voilà, qui passaient de l'électricité, qu'on pouvait mesurer assez facilement. Mais en fait, les cellules blanches communiquent entre elles par des gradients de calcium, par des flux chimiques qui sont très différents des neurones. Et on s'est rendu compte que non seulement, bien sûr, elles jouent un rôle d'entretien du système, etc., d'immunitaire aussi, mais qu'elles ont un système de contrôle, une capacité de contrôler l'influx nerveux aussi, en s'enroulant justement, avec accélération, freinage. Et il n'y a pas une passivité, justement, mais il y a une activité des cellules blanches qui permet de gérer aussi des choses beaucoup plus subtiles que ce qu'on pensait. Ça va même plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'apprentissage, ce sont les cellules gliales qui en sont responsables. Ce ne sont pas les neurones, c'est pas vrai. Parce que eux, ils font leur boulot. Hein. Les colonnes de neurones, elles sont là, elles ne bougent pas. Ce qui est adaptable, ce qui peut être modifié, les circuits qu'on peut modifier, alors même si on peut considérer comme qu'il y a des liens entre les neurones, ceux-là sont ridiculement petits par rapport à tout ce qu'on a avec les cellules gliales qui vont changer, s'adapter pour préparer en fait le terrain qui est l'adaptation du cerveau après un apprentissage. Et donc on a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Changeux qui avait fait un bouquin à l'époque qui était un bouquin de l'homme neuronal. L'homme neuronal, ouais. Un bouquin de chevet comme j'aime bien les avoir le soir pour m'endormir. Quelquefois je ne m'endors pas tellement c'est intéressant. Et pour faire écho en fait à ce titre-là, plus récemment, il y a moins de 10 ans, est sorti un autre bouquin qui s'appelle L'homme glial, qui est écrit par deux spécialistes, très bons spécialistes mondiaux des cellules gliales, et qui nous font découvrir en fait ce champ complètement inexploré, sous-exploité que sont les cellules gliales, et qui sont en fait les plus importantes pour rééduquer, pour apprendre, pour contrôler et moduler l'action des neurones, parce que les neurones en fait sont complètement pas adaptés, mais influencés par les cellules gliales. C'est ça. Et souvent dans mes cours, j'aime bien citer ces travaux-là, parce que dans ce livre, ils en parlent aussi, mais la publication, j'avais lu bien avant le livre, souvent on dit, ce cerveau-là, 2% du poids de corps, 20% d'énergie consommée, c'est essentiellement du glucose qu'il consomme, etc. En fait, c'est faux. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il ne consomme pas du glucose, il consomme du demi-glucose. Un demi-glucose, ça s'appelle le lactate. Et pourquoi cette stratégie? Parce que c'est une façon en fait, de diviser l'énergie, d'avoir des stocks un peu plus malléables et mobilisables plus rapidement, parce qu'ils sont déjà préparés. C'est comme si la maman oiseau donnait la béquille à ses petits, et donc elle pré-mâche en fait, les aliments, elle les régurgite pour ses pépés, et ça va vachement plus vite. Donc on a les cellules gliales qui sont vraiment incroyablement efficaces dans plein de domaines, y compris dans l'alimentation des neurones, qui sont actifs quand on pense en ce moment, qu'est-ce qu'on fait. Et cette énergie... à moins que les autres, au bout de la caméra, soient endormis, peut-être. Mais on les a vraiment sous-estimés et on leur redonne des lettres de noblesse aujourd'hui, grâce à tous ces travaux. Et je pense que l'évolution qu'on va voir maintenant dans les travaux de neurosciences, enfin je ne vais pas trop dire neurosciences, mais c'est un peu galvaudé, les sciences cognitives au sens large du terme, parce que les neurosciences sont une partie du champ des sciences cognitives, dans l'apprentissage, la motricité, le langage, etc., eh bien, on va découvrir des choses, et c'est en train d'être fait, où on va complètement
devoir changer notre modèle de pensée sur le neurone et colonne de neurones pour réimpliquer les cellules gliales dans le fonctionnement global du cerveau, de la même façon qu'on a réimpliqué les fascias dans le fonctionnement global du corps. Et pour moi, ce sont les deux parents pauvres qui sont en train de retrouver enfin leur vraie place dans le corps humain. Oui, on a eu un problème de départ, c'est que le premier prix Nobel à l'époque avait été donné à Ramón y Cajal, qui arrivait à colorer les neurones, et on avait cette espèce d'évidence neuronale où on voyait les circuits apparaître et qui était évident. Mais en fait, on n'avait pas d'intérêt à s'occuper de cette substance blanche qui est de la myéline. Et on a pris un retard extrêmement considérable sur l'étude justement de la substance blanche ou de la myéline, parce qu'il y avait voilà, une sorte d'axiome lié aux neurones et au fonctionnement neuronal où on ne s'est pas trop intéressé. Et en même temps, tous les problèmes qu'on connaît, ou la plupart des problèmes qu'on connaît au niveau cérébral, sur la partie cancer, sur la partie sclérose, sur la partie... voilà, c'est dû au système des cellules blanches qui, elles, se multiplient. Tandis que les neurones se multiplient très peu, se multiplient mais beaucoup moins. Et donc, les risques de surmultiplication de la substance blanche, c'est un des premiers problèmes qu'on rencontre au niveau des cancers du cerveau. Après, nos auditeurs pourront aller voir sur Internet, hein, les cellules gliales sont très nombreuses. Il y a les astrocytes, oligodendrocytes, etc. Il y a ceux qui fabriquent la myéline, qui permettent d'accélérer l'influx nerveux. D'autres qui sont là pour réunir, en fait, faire communiquer des colonnes neuronales très proches l'une de l'autre, parce que c'est plus facile de faire ça que de les faire descendre et remonter, etc. Ça coûte trop d'énergie, parce que les neurones coûtent beaucoup d'énergie dans leur fonctionnement. Et puis ce Ramón y Cajal a porté vraiment un gros préjudice à la physiologie du cerveau, parce qu'il avait, de façon dogmatique, décidé qu'on naissait avec un nombre fixe de neurones et que c'était plus possible d'en avoir d'autres. Et ça a complètement... On n'avait pas observé la neurogenèse. Ouais. La neurogenèse, à l'époque. Surtout, on ne pensait pas que c'était possible. Il a fallu attendre 70 ans pour que les travaux qui avaient été faits sur la neurogenèse soient acceptés comme une vérité qui allait contre le prix Nobel, qui, encore une fois, de façon dogmatique, avait décidé que non, c'était pas possible. Ouais. T'as beau avoir un prix Nobel, non, tu peux avoir tort. Voilà, 70 ans d'égarement. Exactement. Dans d'autres domaines, certains ont accepté leur erreur. C'était les deux découvreurs de l'ADN. L'AD2 avait publiquement fait ses excuses à certaines personnes en disant certaines choses sur l'ADN qui étaient complètement fausses 50 ans plus tard. Watson et Crick à l'époque. C'est Crick à l'époque qui avait fait ses excuses, mais beaucoup ne font pas ces excuses-là. Hein. Malheureusement, on a l'ego qui prend le dessus. Ouais. Donc effectivement, là, il y a un prix à payer par rapport à la dynamique scientifique qui parfois s'englue dans des croyances qui ne sont même pas vérifiées. C'est aussi le cas du fameux, on va dire, de l'ère l'ère de Broca ou l'ère de Wernicke. Enfin, voilà. On a effectivement des fonctions, mais on n'a pas forcément les mêmes aires et les mêmes réseaux d'un individu à l'autre, parce qu'encore une fois, les réseaux, comme tu l'as dit, les connectomes, sont très différents d'un individu à l'autre. Alors quand on regarde Hugues Dufaux, qui a eu la médaille équivalente au prix Nobel de la neurochirurgie, il a retiré, je ne sais pas combien, il explique dans son livre que j'ai lu, nombre d'aires de Broca, qui est censé être l'aire du langage et de la motricité du langage. Et les gens chez qui il a retiré ces aires qui étaient justement touchées par des gliomes n'ont pas perdu la parole. Si c'était vraiment une aire qui existait, il aurait dû perdre la parole. Mais ils n'ont pas perdu la parole parce que lui, il a vérifié au préalable que cette aire-là n'était pas impliquée dans la génération de la parole. Et il le fait par des stimulations électriques qui permettent de vérifier si la personne peut effectivement, un temps réveillé, utiliser en fait cette fonction. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Broca, qui est bien sûr une sorte de copie de l'erreur de Descartes qui a été écrit par Damasio. Mais c'est super intéressant de voir que la science a besoin d'une remise en question perpétuelle qui n'est pas toujours faite parce que voilà, il est peut-être aussi plus simple à certains moments de sursimplifier, quitte à être faux, que de remettre en question des choses qui sont avérées fausses. Alors, on revient sur le sujet de départ de ce podcast, parce que l'individu étant complexe, vouloir le simplifier à l'extrême, à un moment donné, on perd de l'information. Et quelquefois, c'est une information... On perd le sens. On perd le sens, c'est une information vitale sur le sujet qu'on a face à nous, qui nous permet de le comprendre.
Donc la sursimplification ne va pas fonctionner. Un exemple pour illustrer ça, c'est dans l'entraînement, par exemple, ce qu'on appelle la programmation et la planification. Ah, Je ne vais pas me faire des copains. Ces notions-là sont venues d'une école, qui est l'école russe, qui a, pendant des décennies, planifié la production agricole, etc., l'industrie, etc., en essayant de toujours être sur des coûts réduits parce que j'avais tout prévu. Donc ça, c'est le modèle qui était proposé à l'époque. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la science de l'individualisation ou de l'individu, qui s'est proposé, qui a émergé de façon naturelle face à toutes ces contradictions qu'on a pu mettre en évidence, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette planification ne peut pas tenir la route. Donc faire un plan quadriennal, donc 4 ans, pour préparer olympique, le fameux plan olympique. le plan des JO sur 4 ans, et dire, je vais faire tout ce qui est prévu jusqu'au bout pendant 4 ans, chaque séance, chaque match, c'est impossible à tenir. C'est complètement irréaliste. Même les Russes n'arrivaient pas à faire ça avec leur propre planning. Sauf que ça, ils ne le disent pas. Ils avaient tout maîtrisé, tout était under control. Il n'y a pas de problème. Faites ce qu'on vous dit, faites pas ce qu'on fait. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas ce qui se produisait et c'est ce qu'on a su plus tard. La programmation, c'est autre chose. La programmation, c'est de dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma séance d'entraînement. Typiquement, qu'est-ce que je vais faire comme exercice, l'intensité, le volume, la répétition, etc., la récupération. Ça, c'est facile, ça, on peut le faire. Ce qui va être la solution pour l'individualisation, c'est de savoir que cet individu que j'ai lundi ne sera pas le même mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Il évolue. Il évolue. Il change. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est faire des mesures, ce qu'on appelle le monitoring, pour essayer de voir dans quel état il est au moment où il revient me voir. La question donc état cognitif, état émotionnel, état physique, toutes les couches. Comment vas-tu aujourd'hui? En plus, on a des montres connectées, des choses comme ça, la HRD. Les données, on en a beaucoup. D'avoir de la data, mais on pourra avoir donc, de façon objective ces informations. Au-delà du côté objectif, le côté subjectif est important parce que la personne, quand elle se sent pas bien, c'est peut-être aussi un signe d'un point de vue mental qu'elle n'est pas prête à faire certain type d'effort. Donc, il faut le prendre en considération. Et on ne verra pas forcément sur la HAV, on ne verra pas forcément sur d'autres aspects. Peut-être qu'on verra sur les triggers qui sont allumés dans le coup parce qu'elle est tendue. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire le monitoring va être la solution à utiliser pour essayer de coller à l'état physique, biologique, émotionnel, cognitif, tout ce qu'on veut, à l'instant T, au moment où la personne vient nous voir. Donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, faire de la programmation dogmatique comme le faisaient les Russes, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Je ne peux pas prévoir tout, malheureusement, à l'avance. Prévoir, c'est voir à l'avance. Hein. Donc je vais devoir trouver une solution qui est l'adaptabilité en permanence vers un objectif, vers quelque chose vers lequel je vais tendre, ça, il n'y a aucun problème. Je veux une médaille UGO, je veux avoir tel chiffre d'affaires à la fin d'année, je veux réussir à guérir mon cancer. OK, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais essayer de tendre vers cet objectif à partir de ce que je sais faire aujourd'hui. Le chemin, on sait où il est, par contre, je vais le baliser, je vais mettre des repères, je vais dire, vous avez progressé de temps par rapport à ce qu'on avait défini au départ. Par exemple, pour la perte de poids, c'est ce que je fais. Et ça rassure la personne de voir qu'on a la bonne tendance. On s'en fout de perdre 10 kilos tout de suite. Ce qui compte, c'est de perdre les 100 kilos en trop. Donc ça, c'est la planification. Donc dire que je vais mettre 2 mois et demi à perdre les 100 kilos, c'est complètement illusoire. Je ne peux pas prédire ça. Ouais. C'est utopique. Le temps, on ne peut pas le maîtriser. Donc on va s'adapter. Et la programmation et le monitoring sont les solutions les plus adéquates en fait aujourd'hui. Un suivi individualisé. Exactement, c'est ça le suivi individualisé, pour essayer justement de coller à la personne en permanence et de faire ce qu'elle est capable, enfin ce qu'elle est capable de faire maintenant, ici, maintenant. Donc ses ressources, son potentiel du moment. Et à la fin, on aura en fait le même effet que si on avait, à chaque séance en fait, comme si en fait on reprenait une nouvelle séance avec la personne. J'essaie d'illustrer ça. En fait, c'est le fait que, je parlais des facettes tout à l'heure avec le système autonome qui vous dit, sur l'échelle de 1 à 10, je suis à 1, donc j'ai un potentiel de 9 derrière pour envoyer du pâté. Si j'arrive à ma séance, je suis déjà à 8 sur 10 sur mon système autonome, donc mes faciès, c'est un sapin de Noël, ils sont déjà allumés partout. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme entraînement au-dessus? Soit je vais dire à la personne, on fait une séance de repos, soit j'adapte ma séance, je prends ce que j'ai prévu, je le raye, je crée une nouvelle séance, je m'adapte à son 7 sur 10 sur le système autonome qui est complètement en feu. C'est tout. Si vraiment c'est un entraînement, sinon je vais éteindre le feu avant de faire l'entraînement.
Et là, je fais de la récupération, je travaille sur les fascias, sur l'alimentation, le sommeil. Voilà, il y a peut-être aussi le côté cognitif, en travaillant sur des croyances par rapport à son état physique qui pensait être bon et en fait qu'il n'a pas vu qu'il était dans le Il n'a mur, pas c'est tout. récupéré, il est dans le Il n'a pas rouge. accepté certaines choses. Ouais, où il Donc veut ça, c'est quelque forcer. chose de fondamental. Il veut forcer, où il a une volonté qui dépasse en fait sa capacité. Donc ça veut dire qu'en gros, chaque jour qui passe, on n'est jamais à 1 sur 10 sur les systèmes autonomes. Donc celui qui gère toutes nos fonctions en background, qu'on ne voit pas, qui est très discret, qui fait son boulot, qui fait ce qu'il peut, quelquefois. Mais qui demande à être respecté. Il demande à être respecté. Et quand on charge la mule, il faut accepter quelquefois de mettre une journée de repos supplémentaire. C'est pas grave, on n'est pas pris par le temps. Le temps que tu as pris à récupérer ici, quelquefois c'est du temps de gagner derrière parce que tu vas être plus haut sur l'intensité qu'on recherchait. Et voilà, c'est tout. Il y a une tendance générale, de toute façon, si on parle sport, si on parle entraînement, hein, la tendance générale qu'on va voir avec tous les entraîneurs, c'est une tendance sur la quantité. Okay, et il y a une exagération de la quantité en pensant que s'il n'y a pas la quantité qui a été réalisée, alors on ne va pas y arriver. Et il y a une sorte de muselière sur la qualité qui, justement, nous impose des temps de récupération, de régénération pour amener à cette disponibilité qui va vraiment créer la différence. Et ça, on a un gros problème avec, on regarde les formations d'entraîneurs et la culture de l'entraînement qui, s'il n'y a pas la quantité X, Y, Z, ça ne va pas. Et il n'y a pas justement l'écoute du corps, l'écoute des besoins, l'écoute éventuellement de l'athlète par rapport à comment il ressent les choses, pour ajuster ce que tu dis au niveau de la charge. Ça, c'est encore une fois, c'est un modèle qui nous vient des Russes, le modèle du volume. Parce qu'en gros, je fais beaucoup d'endurance musculaire, après c'est de la force, après de la puissance, après de la vitesse. J'ai cette pyramide qui a été complètement battue en brèche par un monsieur qui s'appelle Isurin, qui lui aussi est russe. Donc il a fait un modèle qui était à l'opposé de ses collègues, ses prédécesseurs. Il a montré que ça marchait très bien, il a eu 3 médailles en kayak avec ça. Donc il a prouvé qu'on pouvait faire moins, mais avec plus de qualité et de façon un peu plus intelligente. Donc on voit les méthodes d'entraînement qui évoluent parce que, encore une fois, on explore des choses qu'on n'osait pas explorer avant et on découvre des ressources insoupçonnées du corps. Lorsqu'on lui laisse le temps de récupérer, lorsqu'on met dans un bon contexte, quelquefois on arrive à en ressortir des choses inattendues, alors qu'à vouloir matraquer en permanence, en fait, on étouffe ce potentiel-là. Donc le côté volume, moi je suis revenu depuis pas mal d'années et si je prends un exemple que j'ai en ce moment à suivre, c'est une personne qui fait du trail, donc une femme qui fait du trail de longue distance. Ouais, c'est au moins 60 km, mais elle veut faire les 100 kg, comme on dit. Et je lui ai fait diminuer sa charge d'entraînement de quasiment... on est passé à, je ne veux pas te dire de bêtises, 54% de moins d'entraînement. 54% de moins d'entraînement. On est à des séances d'entraînement. De ce qu'elle faisait avant. Et complètement, oui. Okay. Donc beaucoup moins de charge. Son corps doit être là en disant merci, merci, merci. On gère mieux le stress. Comme elle a plus de 40 ans, il y a des problématiques aussi liées aux hormones qui commencent d'ailleurs à avoir une incidence sur son entraînement. Mais elle a fait des perfs qu'elle n'avait pas faites avant. Et puis surtout, elle a découvert une autre façon de s'entraîner. Moins baissé. Oui, déjà, ouais. Ouais, déjà ça. Avec du renforcement musculaire qu'elle ne faisait pas avant. Pareil, c'est les gens qui découvrent le renforcement musculaire pour le trail, on court sur un terrain accidenté, ça bouge de tous les côtés, donc il faut préparer le corps à ce type d'accident du terrain et avoir des muscles qui sont à la fois préparés à cet effort. On va, je vais peut-être faire aussi une petite parenthèse, on va raidir les muscles exprès pour qu'il y ait une réactivité plus élevée, donc un retour élastique plus élevé, et donc éviter les amplitudes trop importantes, par exemple sur les chevilles, qui feraient des entorses. Il y a une publication qui vient de sortir en 2026 qui, par chance, me donne raison. J'aime bien avoir raison de temps en temps. Et qui montre que justement cet entraînement de proposition de renforcement musculaire, notamment sur un tout petit muscle qui est sur le côté du mollet, évite ce type de problème parce qu'on a découvert que dans la fatigue proprioceptive est complètement indépendante de la fatigue centrale, du cerveau. Ok. Et donc, il faut préparer. Ça remet en question des choses. Complètement là. Bon, je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais ça veut dire que on a de plus en plus de publications qui vont dans le sens de justement cette approche de l'individualisation, de l'individu, de son respect, de lui proposer des charges qu'il est capable de supporter au jour le jour en fonction de l'état de forme. Donc faire du monitoring, c'est suivre l'état de forme. Un coup, il est pas très en forme, donc en gros, il est 3, 4, 5 sur 10 là, sur
l'échelle de récupération. Et puis des fois sur 7, bon, il est vraiment dans le rouge. À 10, on est mort. Hein. On est en burn-out, enfin en surentraînement. Donc moi, j'écoute ça, j'adapte les séances par rapport à ça. Et si c'est trop haut, eh bien, la récup. Et puis on fait autre chose. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en termes d'accompagnement là-dessus, puis c'est bon. Mais il n'y a pas une philosophie de la récupération, c'est tout. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Ouais, Le domaine professionnel, c'est la même chose. À vouloir sans arrêt vouloir faire un travail qui nous plaît pas trop, le refaire tous les jours, essayer de trouver rapidement une solution, quelquefois ça ne marche pas. On laisse tomber, on laisse reposer, on passe à autre chose, et quelquefois en 1 heure, on résout le problème. Là, c'est du qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'on a mis le cerveau dans un contexte, on l'a laissé reposer. En background, il y a tout le préfrontal qui a réfléchi, qui a cogité. Pour le coup, c'est a combiné tout ça. La cognition, c'est ça, hein, qui a essayé de trouver des solutions. Et ensuite, ça arrive, ça émerge, et poum, on y va. Et c'est bon. On a passé moins de temps que s'acharner en fait, à trouver une solution à un problème qui nous embête, quoi. Donc là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait penser en termes d'individualisation. Mais on a tapé assez large, bien sûr, c'est normal parce que le thème est extrêmement vaste. Mais en même temps, si on poursuit l'individualisation, et ça peut peut-être nous donner la façon de clore ce podcast aujourd'hui, si on parle en fait quand j'accompagne quelqu'un, finalement, mon rôle par rapport à l'individualisation, c'est de lui amener de l'autonomie, de contribuer à l'aider à maîtriser ce qu'il doit maîtriser. Complètement. Et de maintenir le sens de ce qui est réalisé pour que la cohérence de bout en bout respecte les besoins de l'individu. Ce que une personne qu'on a nous-mêmes lu et entendu appelle donc autonomie, maîtrise et le sens. Et la finalité. La finalité, voilà, la finalité. Quelque chose qui nous dépasse, par exemple, avoir une médaille au JO, c'est quelque chose, waouh. Pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent écouter sur TED Daniel Pink, voilà. Autonomie, Mastery and Purpose. Le titre de son ouvrage en anglais, c'est Drive. Drive, ouais. Et en français, c'est qu'est-ce qui nous motive ou quelque chose comme ça. Un truc de ce genre-là. Okay. Très intéressant à lire, effectivement. Donc, en gros, c'est sur cette idée d'individualisation, d'autonomie, maîtrise et finalité qu'on va se quitter. Bien sûr qu'on aurait pu continuer encore très longtemps à aller gratter cette couche de l'individualisation, mais en tout cas, on espère que ça vous a fait réfléchir, ça vous a fait penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour mieux individualiser. Et en fait, l'approche Action Type a été complètement développé dans ce sens-là, c'est reconnaître la signature motrice, qui est bien sûr complexe, qui est composée de plusieurs motricités, d'un profil de motivation, d'un profil d'action, et qui est extrêmement robuste et adaptable, parce que justement, elle tient compte des différences interindividuelles et des besoins contextuels que la personne va représenter, ou va rencontrer. Donc, merci Pascal Prévost, monsieur le docteur Pascal Prévost, pour cet échange autour de la table ronde. On ne peut pas dire qu'on est deux chevaliers, mais en tout cas, la table ronde elle est là. La table ronde est là. Qui est qui ? En tout cas, nous, on va vous remercier d'avoir tenu le coup jusqu'au bout de ce podcast actuellement, qui est quand même un podcast qui est traité de beaucoup de choses différentes, mais centré sur l'individualisation. Et on vous encourage bien sûr à poser vos commentaires, à dire vos idées, si c'est quelque chose qui vous motive, à liker, à partager bien sûr ce podcast, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Poser des questions, voilà, qu'il y aura plein de choses. Demander des compléments peut-être. Voilà, qu'il y a plein de choses qui vont venir aussi complémenter ce qu'on a dit aujourd'hui dans d'autres sujets. Voilà, proposez si vous voulez même des sujets de podcast. On y réfléchira et on viendra en retour vous proposer quelque chose. Merci à vous, à très bientôt et puis au revoir.